Alors bonjour, on se retrouve donc pour le chapitre d'après qui est à la page 6 de votre cours qu'on aurait dû faire l'année passée, donc on est toujours dans la matière de quatrième. Alors, le premier point, on l'a vu donc tout au début du cours, c'est le fait que certaines molécules sont solubles dans l'eau et que donc pour pouvoir être solubles dans l'eau, elles vont se dissocier en ions. Donc quand on a la molécule AB, elle va se dissocier et se casser en un élément qui est positif, le premier, donc le A, et un élément qui est négatif, le deuxième, le B. Il va y avoir autant de charges plus et moins que on avait de valence, et après il suffit de pondérer. Donc si par exemple j'applique ça à MgCl2, pour avoir un exemple concret, j'ai Mg qui va devenir plus parce qu'il est devant, Cl qui va devenir moins parce qu'il est derrière. Ils deviennent autant de fois plus qu'ils ont de valence, donc Cl va devenir une fois moins parce qu'il y a un petit 1 au pied du Mg, mais Mg va devenir 2 fois plus parce qu'il y a un petit 2 au pied du Cl. Et ensuite, je vais pondérer un magnésium, 2 Cl, 2 Cl, et ça c'est mon équation de dissolution. Alors, si on fait une petite expérience et qu'on prend un générateur avec une ampoule, et qu'on se place dans 4 situations. Donc on va constater que dans la première situation, l'ampoule s'allume de façon continue, que dans la deuxième, elle va clignoter, et que dans la troisième, elle ne s'allume pas du tout. Si on regarde au niveau de ce qu'il y a dans la solution, dans la première solution, il y a 0 ion, dans la deuxième, il y a 1 ou 2 ions et des molécules qui sont non dissociées, et dans la troisième par contre, on a que des ions qui sont dissociés, donc des petites molécules qui sont plus et des petites molécules qui sont moins. On constate donc et on peut donc lier que l'électricité qui vient du générateur, qui passe dans la solution, qui arrive dans l'ampoule, circule dans une solution où il y a plein d'ions, circule un tout petit peu parce que l'ampoule clignote dans une solution où il y a peu d'ions, et ne circule pas du tout dans une solution où il n'y a pas d'ions. C'est ce qu'on appelle des solutions avec des électrolytes. Donc, une solution d'électrolyte fort va contenir des ions. Donc ici, dans la solution A, on a une solution d'électrolyte fort. Dans la solution B, on a ce qu'on appelle un électrolyte faible. Et dans la solution C, on a une solution de non-électrolyte. Un électrolyte, c'est quoi? C'est une molécule, AB, qui va pouvoir se dissocier en ions. Donc ça, c'est un électrolyte. Un électrolyte, c'est une molécule qui va donc se casser en ions positifs et en ions négatifs, et qui de ce fait va rendre une solution conductrice d'électricité. Dans le cas où il n'y a pas d'ions dans la solution ne conduit pas l'électricité simplement parce que les électrons vont se comporter un peu comme une bille de flipper. Ils vont être attirés par les charges plus, repoussés par les charges moins, et donc se balader entre les charges positives et négatives dans la solution. S'il n'y a pas de charge, les électrons ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur de la solution et ne peuvent pas avancer à l'intérieur. Ce qui nous amène donc à la définition de l'électrolyte, qui est en gros une substance qui va rendre la solution conductrice d'électricité, et pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut qu'elle ait produit des cations et des anions. Ensuite, on passe à ce qui nous intéresse réellement ici, qui est la réaction de précipitation. Une réaction de précipitation, c'est une réaction dans laquelle on va former un produit qui est très peu soluble. Peu soluble, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se dissout pas. Par exemple, du calcaire. Donc le calcaire, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est ce qui fait les traces blanches sur le bord des éviers ou dans la cuisine ou dans la salle de bain. Donc c'est une molécule qui va donc se former à partir de la rencontre de deux autres ions. Donc j'ai par exemple un ion plus et un ion moins qui vont se rencontrer et qui vont former une molécule AB avec une petite flèche vers le bas. Et ça, c'est ce qu'on appelle un précipité. Le précipité, il est non soluble. Si vous essayez de nettoyer le bord de votre évier avec juste de l'eau, bien le calcaire qui s'est formé à l'intérieur
ne se nettoie pas juste avec de l'eau parce qu'il est solide. Vous pouvez essayer de le gratter, mais vous ne pouvez pas juste l'enlever. Alors, les précipités sont donc des molécules qu'on va noter avec soit une petite flèche vers le bas, comme ça, soit un petit S pour dire solide. Donc, attention de ne pas confondre. Donc un petit S, ça ressemble pas à un S ça. Je recommence. Un petit S, ça veut dire solide. C'est différent de soluble. C'est tout à fait l'inverse. Donc un petit S, ça veut dire une molécule qui est solide mais qui ne se dissout pas. Donc du sel de cuisine, NaCl, ça peut être solide, mais ça va se dissoudre. Tandis que ici, le PBI2, quand on vous dit qu'il est solide, ça veut dire que c'est un précipité qui s'est formé et que donc il ne va plus pouvoir se casser. Si vous prenez PBI2 et que vous essayez de faire Pb2 plus 2i-, qu'est-ce qui se passe? En réalité, cette réaction-là, elle est impossible parce que c'est un précipité et qu'un précipité, en gros, c'est un solide qui ne se dissout plus. Une fois qu'il est formé, il reste formé. Pour venir le dissoudre, vous allez devoir venir l'attaquer avec d'autres réactions, comme par exemple pour nettoyer le bord d'un évier ou les traces de calcaire, on utilise du vinaigre. Alors, une réaction de précipitation, ça s'écrit en 3 étapes. Les 3 étapes étant une équation moléculaire, une équation ionique et enfin une équation ionique simplifiée. Alors, l'équation moléculaire, comme son nom l'indique, elle implique des molécules. Ceci est une molécule, ceci est une molécule, ceci est une molécule, ceci est une molécule. D'accord? L'équation ionique, elle va impliquer les mêmes molécules, mais qui tiennent compte si ces molécules sont dissociées ou non en ions dans l'eau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une réaction a lieu entre du PbNO3 et du Ki, en réalité, ce qui est dans le milieu, c'est des ions de Pb2+, des ions de NO3-, des ions de K+, et des ions de I-. Pourquoi ce sont des ions? Parce que toutes ces molécules, le fait qu'elles soient aqueuses, ça veut dire quoi? Ça vede dire qu'elles sont en solution, et si elles ont été en solution, une molécule qui est soluble en solution fait quoi? Fait A+, plus B-, elle se dissocie. Donc, quand on veut écrire cette équation moléculaire sous forme d'équation ionique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dissocier chacune des molécules qu'on a dans l'équation moléculaire en les ions qu'on rencontrerait si la molécule était dans l'eau. Donc, PbNO3, si je la scinde en ions, ça fait 1 Pb2+, et 2 NO3-. Ki, ça fait 2 K+, et 2 Ki. Ensuite, de l'autre côté, même chose, sauf que ce qu'on a dit, c'est que PBI2, il est solide, il ne se dissocie pas dans l'eau. Donc, lors de la réaction de précipitation, une fois que PBI2 s'est formé, il reste intégralement sous forme de PBI2. Le KNO3, par contre, lui est toujours soluble, c'est ce qu'on met avec le aqueux, donc on va l'écrire sous forme d'équation ionique avec 2K+, et 2 NO3-. Ça, c'est l'équation ionique. Vient ensuite la dernière étape. La dernière étape, c'est quoi? C'est d'écrire ce qu'on appelle l'équation ionique. Donc, j'ai toujours des ions, mais simplifiée. Simplifiée, c'est quoi? Eh bien, c'est-à-dire qu'elle va tenir compte que des ions qui ont participé à la réaction chimique. La réaction chimique ici, c'est quoi? C'est le fait d'avoir formé du PbI2 avec le Pb2+, qui a rencontré du I-. Les autres atomes, les autres ions, ils n'ont pas fait de réaction chimique, ils sont là avant sous forme d'ions et ils sont encore là après sous forme d'ions. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va les simplifier parce qu'ils sont là avant et après la réaction dans la même nature. Donc ils sont simplifiés et il me reste à recopier pour l'équation ionique simplifiée que les éléments qui interviennent dans la réelle réaction chimique, c'est-à-dire Pb2+, plus 2i-, qui donne du PbI2, et ça tient compte simplement
de la réaction qui a réellement eu lieu. Les ions NO3 et les ions K+, c'est ce qu'on appelle des ions qui sont spectateurs. Ils sont là avant et ils regardent l'équation se faire, mais ils n'y participent pas. Donc la réaction chimique, quelle est la molécule qui est formée réellement lors de cette réaction moléculaire? C'est du PBI2. En réalité, on dit que le KNO3, c'est pas une molécule qui est réellement formée, parce qu'en fait, si vous venez rajouter quelque chose dans le milieu qui a envie de réagir avec du K, par exemple, eh bien, le K va se fixer à cet élément que vous auriez rajouté, parce qu'il n'est pas réellement fixé au KNO3. Dans l'équation moléculaire, en fait, on a l'impression qu'on forme deux molécules, mais dans la réalité, on n'en forme qu'une seule, qui est le PBI2. Donc, c'est une réaction où on forme une molécule qui est solide, insoluble ou qui est précipitée. Tout ça, ce sont des synonymes. Et cette équation de précipitation, elle se passe en 3 étapes. La première, c'est une équation moléculaire. La deuxième, c'est une équation ionique. Et la troisième, c'est l'équation ionique simplifiée. Donc dans l'équation moléculaire, j'ai donc des molécules. Dans l'équation ionique, j'ai des ions, mais uniquement pour les molécules qui sont solubles. Donc la molécule qui n'est pas soluble, elle va rester sous la forme de molécule parce qu'elle ne peut plus se rediférencier, se redissocier en ions. Et dans l'équation ionique simplifiée, on a uniquement les ions qui interviennent dans la réaction. Donc les ions et le précipité qui est formé. Le reste, c'est ce qu'on appelle des ions spectateurs. Les ions spectateurs, c'est des ions qui sont là avant et qui sont là après, mais qui ne rentrent pas en jeu dans l'équation réelle qui a lieu. Une réaction ne peut se produire que si les ions ont l'occasion de se rencontrer. Exemple, si j'essaye de faire une réaction entre du CaCO3 qui est du calcaire et du NaNO3, en réalité, cette réaction-là va être impossible. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait réaction, il faut que Ca et CO3 se séparent et que Na et NO3 se séparent, que tout ça ait lieu de préférence dans un milieu qui est aqueux, c'est-à-dire rempli d'un solvant comme par exemple de l'eau, et que les molécules, les ions, puissent se re-rencontrer pour se recombiner. D'accord? En réalité, dans une molécule, vous savez que les atomes font l'octet, donc a priori, les atomes d'une molécule n'ont pas de raison de se défaire de leur partenaire pour aller voir ailleurs et se combiner avec quelqu'un d'autre. La seule raison pour laquelle ça se fait, c'est parce qu'en réalité, la plupart des réactions sont en milieu liquide et que quand vous mettez cette molécule-là dans un milieu liquide, eh bien vous vous retrouvez avec des petits Na+, qui sont donc en balade dans le gobelet, des petits NO3- qui sont en balade aussi dans le gobelet, et qui, s'ils rencontrent quelqu'un d'autre, vont du coup se recombiner avec. Mais à partir du moment où j'ai dans mes réactifs une molécule qui est insoluble, Na
et NO3 ne pourront jamais rencontrer Ca et CO3 car Ca et CO3 vont rester tout le temps combinés l'un à l'autre. Donc une réaction est impossible si l'un des deux réactifs est insoluble. Alors, pour savoir si un composé est soluble ou pas, on va utiliser ce qu'on appelle des règles de solubilité. Les règles de solubilité, c'est ce tableau-ci. Alors, il existe sous différentes formes, vous verrez, mais c'est toujours plus ou moins le même principe. Donc, ce tableau reprend des règles qui sont classées par numéro. Il faut savoir que, c'est mis ici, la règle qui a le plus petit numéro prime sur la règle d'après. Et alors, il y a des petites choses qui se sont décalées à l'impression, donc il faut bien mettre un PB2+, ici, et effacer donc le 2 qui est ici, et même chose, c'est du Hg2+, et effacer le 2 qui s'est décalé là également. Donc, si par exemple je prends la molécule de AgClO3, et je vais regarder dans mes règles, donc les règles il ne faut pas les connaître, il faut pouvoir les appliquer. Donc l'argent est ici, on me dit que les composés du Ag sont insolubles. Et le ClO3, il est ici, et on dit par contre que c'est soluble. Donc là on a deux données qui sont antagonistes, donc qui sont contraires, et laquelle on va prendre, on va tenir compte du ClO3, et on va donc dire que cette molécule est soluble. Pourquoi tient-on compte de cette règle-là? Parce que le ClO3 est la règle numéro 2, et que la règle numéro 2 prime sur la règle numéro 3. Donc, exemple, Na2SO4, le Na est dans la première règle, donc elle prime sur tout, et ça dit que c'est soluble, donc il est bien soluble. Alors on va faire quelques exercices. Le cas I, règle numéro 1, les K+ sont solubles, donc on n'a même pas besoin de regarder plus loin. BaOH2, alors le Ba on peut le chercher, on va en trouver un qui est ici mais pas avec du OH, donc il ne nous intéresse pas. Et on va voir que par contre tous les composés du OH- sont insolubles, donc le BaOH serait pas soluble. Le KCl, tous les composés du K dans la règle numéro 1 sont solubles. Le AgBr, alors les composés du Ag sont insolubles, du Br sont solubles, mais c'est les composés du Ag qui l'emportent, vu qu'ils sont prioritaires dans la règle des numéros. Et le HgSO4, tous les composés du SO4 sont solubles, mais tous les composés du Ag2+ sont insolubles, donc le HgSO4 est insoluble. Alors pour l'exercice suivant, montrer comment chacun des électrolytes forts, donc on dit que c'est un électrolyte fort, je rappelle qu'un électrolyte fort, c'est une molécule qui va d'office se dissocier en ion. Donc là on vous le dit, c'est un électrolyte fort. Et comment est-ce qu'ils vont se dissocier une fois qu'ils sont dissous dans l'eau? Donc le Na, eh bien on va avoir un Na+, et un Br-. MgCl2, on va avoir un Mg2+, car je vous rappelle qu'on décroise les valences pour trouver la charge de l'atome. Et on va avoir 2 Cl-, vu qu'on a 2 Cl de ce côté-ci. Un LNO3 pris 3 fois, on va avoir un Al qui est positif, un groupement NO3 qui est négatif. Combien de fois? 3 fois parce que la valence de l'aluminium c'était 3, une fois parce que le NO3 sa valence c'est 1, et par contre on va pondérer et mettre 3 NO3 de ce côté-ci. NH4,2SO4, on va avoir un NH4+, un SO4 2-, et on doit avoir 2 NH4+. Et le HI, on va avoir un H+, plus un I-. Alors, pour l'exercice, alors, le HCl, on va remonter dans les règles. Tous les composés, donc le H n'est pas là, mais tous les composés du Cl- sont solubles. Donc, on va pouvoir déterminer qu'il est soluble. Le BaOH2, on l'a fait dans le premier exercice. Il ne l'était pas. Alors, à la page suivante, alors, le CaCO3, eh bien, je n'ai pas de Ca2+, mais par contre, j'ai tous les composés du CO3- qui sont insolubles. Donc, il est insoluble. Le PbS, alors j'ai tous les composés du plomb qui sont à la valence 1 sont insolubles, mais le Pb dans PbS, il est à la valence 2. Et les composés du S2- qui sont insolubles, donc
PBS va bien être insoluble. Et le Ag2SO4, tous les composés du Ag sont insolubles. Tous les composés du SO4 sont solubles sauf, mais c'est la règle avec le plus petit numéro qui gagne. Donc, Ag2SO4 est, attendez, je vérifie, est insoluble. Donc, il n'est pas soluble. Alors, écrivez les équations suivantes, sachant que dans tous les cas, il se forme un précipité. Donc, de nouveau, ici, pas besoin d'aller vérifier dans les règles de solubilité. On vous le dit, donc il faut juste mettre PBI, croiser les valences, et puis pondérer. FES, on croise les valences, il faut un 2 et un 3. On équilibre, il faut 3S et 2 FE. Attention, les exposants n'ont rien à voir avec un nombre d'atomes, donc il n'y a pas à mettre un 3 et un 2 en commun. Non, j'ai un seul fer, il y a juste qu'il a perdu 3 électrons. FeOH, je croise les valences 2 et il me faut 2 OH-. Et Ag plus et PO4 3-, ça me donne du Ag3 PO4 pris, non, une seule fois. Donc on peut le mettre entre parenthèses, mais c'est pas obligé. Si je pondère, il me faut 3 Ag. Quand on mélange les solutions suivantes, quels sont les précipités qui se forment? Donc là, je vous propose de faire l'exercice. Donc vous allez faire les équations moléculaires et puis chercher dans les règles de solubilité les précipités qui se forment. Et après, pour l'exercice suivant, vous allez écrire l'équation moléculaire qui sera déjà écrite ici, l'ionique et l'ionique simplifié, et on corrige tout ça dans la prochaine vidéo.